Bien, bonjour et bienvenue à tous, d'entre vous qui êtes encore un petit peu imaginaires, mais aujourd'hui j'ai le grand privilège de parler devant quelques êtres humains en chair et en os, que je remercie vraiment d'avoir fait l'effort de venir. Alors, la semaine dernière, nous sommes partis de l'idée largement répandue des 5000 ans de civilisation chinoise continue qui semble être acquise et qui est désormais colportée un peu partout de manière conventionnelle et routinière sans être jamais véritablement remise en question. Pourtant, on a vu que c'est une idée qui est loin d'être fondée dans des faits tangibles. D'abord pour ce qui est des 5 millénaires et encore bien plus pour ce qui concerne l'aspect de la continuité. Donc il nous reste justement à voir ces deux points. On a maintenant compris que cette Vulgate a un enjeu, ou plutôt est un enjeu, en tout premier lieu politique, puisqu'il y va de la légitimation du pouvoir en place. Puisque, premièrement, il s'agit de montrer et de prouver que la Chine, en quelque sorte, bat, ou si vous préférez, coiffe au poteau toutes les autres civilisations anciennes sur le plan de la datation. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire remonter les origines de la civilisation chinoise plus haut que les anciennes civilisations mésopotamiennes et égyptiennes en particulier. Et on a vu que c'est principalement l'Égypte qu'il s'agit de coiffer au poteau, puisque c'est l'Égypte qui fixe la barre à ce minimum de 5000 ans de civilisation. Et deuxièmement, il s'agit de montrer que la Chine actuelle est l'héritière, la Chine actuelle, je veux bien dire la Chine communiste, est l'héritière en droite ligne d'au moins 5000 ans de cette civilisation continue. Alors, comme nous l'avons rappelé la dernière fois, les sources textuelles traditionnelles tels que les mémoires historiques, le Shiji de Sima Qian, qui date du 1er siècle avant notre ère, ces sources textuelles ne permettent pas de remonter aussi haut, loin s'en faut. C'est donc l'archéologie qui est chargée de prouver le premier point, c'est-à-dire donc prouver les 5000 ans de civilisation. Donc nous avons vu la dernière fois cette dépêche du quotidien du peuple qui date du 9 mai de cette année 2020, donc il y a juste quelques mois, qui annonce en fanfare donc qui parle justement de ce site de Shanhuaishu dans la province du Henan, c'est-à-dire donc au centre de la Chine. Et ce site de Shanhuaishu est censé démontrer, donc là vous voyez les images que j'ai déjà montrées la dernière fois, donc là vous avez une photo du site, les excavations ici. Alors, ce site est censé démontrer que la civilisation chinoise était déjà développée dans le bassin moyen du fleuve Jaune il y a 5300 ans. Donc, on dépasse les 5000 ans. Alors on nous dit que, enfin cette dépêche du quotidien du peuple nous dit qu'on y retrouve les traces d'une très très grande cité entourée de murs, avec des tombes, des plateformes sacrificielles, un réseau routier, autrement dit bon tout ce qu'il faut quoi pour nous plaire,
et même la preuve d'un savoir-faire pour produire de la soie, et on en veut pour preuve donc ce petit objet fait de défense de sanglier, donc, qui représente apparemment un ver à soie. Donc, tout ce qu'il faut donc, pour prouver l'existence d'une civilisation. Alors, le seul petit problème, c'est que on n'a pas retrouvé de traces écrites du tout, pas d'inscription. Alors, ces fouilles archéologiques menées à grands frais et financées directement par l'État chinois, et même en fait sur des plans quinquennaux donc, de l'État chinois, ces fouilles visent non seulement à faire remonter la civilisation chinoise le plus haut possible dans le temps, mais aussi dans l'espace à recentrer la Chine, puisque comme par hasard, ce site de Shuanghuaishu se trouve au cœur de la civilisation antique du bassin moyen du fleuve Jaune, dont je vous rappelle le tracé ici, ce fameux tracé donc, du fleuve Jaune qui remonte de manière assez aiguë vers le nord et qui ensuite redescend vers le sud pour repartir donc vers l'est. Et donc les historiens en chef qui ont été chargés d'analyser et d'interpréter les résultats de ces fouilles n'hésitent pas, avec beaucoup d'audace, il faut dire, à relier les traces de cette civilisation qui daterait de plus de 3000 ans avant notre ère, de la relier à la figure de l'empereur jaune, en chinois Huangdi, ce qui manque vraiment pas d'audace puisque l'empereur jaune est un personnage réputé totalement mythique. Mais là, on voit bien que le but est de donner de la réalité archéologique à l'idée de la centralité chinoise Han, qui aurait donc existé depuis toujours ou presque. Et on voit bien l'idée qu'il y a derrière, le fait de se focaliser sur la plaine dite centrale, Zhongyuan, dans le bassin moyen du fleuve Jaune, là où la rivière Luo, que vous voyez ici, se jette dans le fleuve Jaune. Donc le site de Shuanghuaishu est à peu près à cet endroit-là. Et donc ça a suffi au professeur Li Boqian, par exemple, pour supposer que nous avons ici quelque chose qui se relie à la tradition du livre des mutations, là, du I Ching, qui parle justement de diagrammes qui sont sortis de la Luo et du fleuve Jaune. Et donc, ces historiens en chef vont jusqu'à supposer que nous avons ici tout simplement le royaume de l'empereur jaune qui aurait régné aux environs du XXVIIe siècle avant notre ère. Alors, le problème, c'est que ce personnage de l'empereur jaune, de Huangdi, n'apparaît dans les sources que vers la fin de l'époque Zhou et sous la période Han, c'est-à-dire nous sommes dans les derniers siècles avant notre ère, autrement dit presque l'ère moderne, on pourrait dire. Et ces sources divinisent l'empereur jaune comme un héros civilisateur qui aurait apporté à l'humanité tous les signes extérieurs de la civilisation. Alors, il faut d'abord dire que l'empereur jaune est associé à la Terre, c'est-à-dire, bon, déjà la Terre jaune du Leus, des alluvions du fleuve Jaune. Il y a même un film chinois qui a été tourné qui s'appelle Huang Tuti, donc la Terre jaune.
Et c'est cette terre qui représente aussi le centre dans le schéma des 5 éléments. Donc vous avez 5 éléments, métal, feu, eau, etc., qui se disposent autour du centre qu'est la Terre. Alors l'empereur jaune est censé avoir apporté à l'humanité les moyens de se nourrir et de se vêtir. En particulier, on lui attribue justement l'invention de cette fameuse technique de la production de la soie à partir du ver à soie. D'où évidemment l'importance de ce petit objet que nous venons de voir, ce petit ver à soie qui serait la preuve donc, de la production de la soie à une très haute antiquité. L'empereur jaune aussi, c'est celui qui a enseigné à l'humanité à vivre dans des habitations construites et non pas simplement dans des cavernes. Et c'est lui aussi qui aurait appris à l'humanité à se défendre. On lui attribue l'invention et l'origine des arts martiaux. Et il est aussi associé aux techniques de longue vie, notamment les techniques médicales et les techniques sexuelles qu'on voit apparaître par exemple dans le Huangdi Neijing, c'est-à-dire littéralement le canon interne de l'empereur jaune, mais qui lui est tardif puisqu'il date de l'époque Han. Donc en conséquence, l'empereur jaune, avec son opposé et à la fois complémentaire, l'empereur de feu, Yanti, puisque l'empereur jaune, en fait, il est associé à la terre, mais aussi à tout ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça que, par exemple, les Chinois, quand ils évoquent la mort, ils parlent justement d'aller rejoindre les sources jaunes, c'est-à-dire donc les sources souterraines qui sont l'empire de la mort. Et alors que Yanti, le complément opposé de Huangdi, vous allez voir la graphie de son nom, c'est l'empereur du feu, de la lumière, du soleil. Et donc cet empereur jaune est, pour couronner le tout, considéré comme le père fondateur de ce qu'on a appelé la race chinoise, qui est censé être l'ancêtre de la population Han actuelle. Et c'est pour ça que les Chinois s'appellent volontiers ou sont appelés les descendants de Yan et Huang en chinois, donc Yan Huang Zisuan, c'est-à-dire donc les fils et petits-fils de Yan et Huang. Alors c'est ça qui est à l'origine de cette huitième merveille du monde que vous voyez à l'image. Donc ces statues monumentales de Yanti et de Huangdi qu'on a construites en béton armé au bord du fleuve Jaune, près de Zhengzhou, et qui font l'attraction centrale d'un espèce de parc de loisirs, enfin un centre touristique. Et je me suis demandé, alors vous voyez ici ces mêmes têtes avec leur nom en dessous, donc vous avez Yan et Huang. Vous voyez le premier caractère, Yan, est composé donc du redoublement du caractère qui veut dire le feu. Bon. Alors, je me suis demandé, alors peut-être avec un peu de malice, si cette idée de construire ces têtes monumentales n'avait pas été inspirée par ça, c'est-à-dire donc les têtes de 4 présidents américains qui ont été sculptés à même la roche au mont Rushmore dans le Dakota du Sud. Et donc là, je me suis dit peut-être que nous avons la civilisation chinoise qui finalement imite la civilisation américaine beaucoup plus récente. Alors, moi, je note de toute façon que les autorités chinoises actuelles semblent avoir un goût prononcé, pour ne pas dire plus, pour ce genre de monuments en béton armé, inesthétique et monstrueux à souhait,
qui prolifèrent comme des champignons un peu partout en Chine. Vous avez par exemple cette délicieuse statue de Lao Tzu, qui se trouve dans le Fujian à Quanzhou. Donc là, vous voyez, on est à peu près dans le même style. Et puis, encore plus délicieux et qui me touche de plus près, cette merveilleuse tête de Confucius, qui est donc construite dans l'Institut Confucius de Qufu, sur le lieu natal de Confucius, dans la province du Shandong. Et chaque fois, je demande à mon auditoire s'il ne trouve pas que cette tête de Confucius ressemble pas comme deux gouttes d'eau à celle de Marx. Mais enfin bon, là, il y a peut-être une espèce de contamination, on va dire, dans le style de cette statuaire très récente. Alors, pour revenir à une représentation un peu plus ancienne de l'empereur jaune de Huangdi, vous avez cette fresque murale qui date d'époque Han. Et vous avez donc l'image de l'empereur jaune avec les attributs justement de l'empereur, ce chapeau à breloques, et puis avec les deux mains levées comme ça, enfin presque un petit peu comme la statue du grand timonier, donc un homme en pleine action et qui montre l'avenir. Et sur le côté gauche, en colonne verticale, vous avez cette inscription d'accompagnement qui vous dit l'empereur jaune est à l'origine de nombreuses inventions et transformations. C'est lui qui a Cao Ping, qui a fabriqué les armes, qui a Jing Tian, qui a délimité les champs. Là, vous avez ici le caractère Jing, qui veut dire en fait le puits, mais ici je pense qu'il est pris pour sa graphie, parce qu'en fait on a une sorte de quadrillage. Le mot qui veut dire champ Tian est aussi une espèce de quadrillage. Donc en fait l'empereur jaune c'est un comment dire celui qui a donné forme à un univers chaotique, informe, et c'est également lui, continue l'inscription, qui a inventé les vêtements, donc de quoi il a donné à l'humanité de quoi se vêtir, et c'est lui qui a érigé donc les premiers palais et habitations, donc pour sortir l'humanité de ses cavernes. Alors, cette figure de Huangdi, de l'empereur jaune, on la retrouve sur la couverture de ce livre. Vous la voyez donc au fond. Elle a été reproduite en grand et vous voyez donc ici sur la photo un homme qui vient rendre hommage à l'effigie de cet empereur jaune. Alors, ce livre, comme vous le voyez à l'image, est dû à Terence Bilter. Alors le nom, en tout cas le nom de famille, vous dira sûrement quelque chose, puisque c'est le fils de Jean-François Bilter, donc qu'on ne présente plus, qui est un éminent sinologue et en même temps aussi un penseur très original, qui est connu notamment pour ses travaux sur Zhuangzi. Alors je prononce le nom de Zhuangzi avec un peu de regret, parce que je devais consacrer un séminaire de lecture de textes du Zhuangzi cette année, mais qui n'a pas pu se tenir à cause des restrictions sanitaires, du fait que le Collège de France est fermé au public. Donc Terence Bilter est bien le fils de Jean-François Bilter et d'une mère chinoise qui est aujourd'hui décédée et à qui Jean-François Bilter a consacré des ouvrages extrêmement, des livres très, très émouvants. Alors, Terence Bilter est titulaire d'un doctorat avec une thèse qu'il a achevée en 2001
et qui a été publié en 2007 aux Indes savantes, apparemment sans grand remaniement, sous la forme donc de ce livre très volumineux de 580 pages. Alors, la thèse de Terence Bilter était consacrée à, en fait, la propagande de type nationaliste du régime de Pékin depuis le lancement de la politique de réforme par Deng Xiaoping en 1979, et plus particulièrement depuis la répression du mouvement étudiant de juin 1989 sur la place Tiananmen. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point parce que cet événement que la Chine essaye à toute force d'occulter, d'oublier, de faire oublier de toutes les manières, à tel point qu'on a l'impression que le 4 juin 1989 n'a jamais existé, n'a jamais eu lieu. Toujours est-il que c'est un point de basculement justement dans l'histoire de la Chine actuelle. Il y avait véritablement un avant et un après Tiananmen. Et donc, à travers l'étude d'un symbole particulier, de cette figure de l'empereur jaune, la thèse montre comment le Parti communiste chinois tente de se légitimer au moment où son pouvoir est érodé par, d'une part, l'ouverture du pays, la mondialisation de l'économie et tous les bouleversements sociaux que ça entraîne. Et donc, il semblerait que le Parti communiste tente de construire une sorte de contre-modèle de modernité, un contre-modèle une sorte de culture opposée aux Lumières, à opposer donc aux tenants des droits de l'homme et de la démocratie occidentale. Et donc, le Parti communiste est amené à élaborer un discours de légitimation qui est destiné donc à rallier cette nouvelle base sociale du pouvoir chinois qu'est, on pourrait dire, la nouvelle classe moyenne ou la bourgeoisie urbaine émergente. Mais au-delà d'une réinvention nationaliste de la tradition, somme toute assez classique, et qui avait déjà été pratiquée par le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek avant 1949, la thèse permet également d'avoir accès à certaines représentations fondamentales du politique en Chine, puisque en remontant aux origines du symbole, elle montre que la figure de l'empereur jaune n'a pas été choisie par hasard par les idéologues du régime, mais bien au contraire, avec la volonté de capitaliser sur une symbolique ancienne, comme on va le voir, et qui a ressurgi à des moments clés de l'histoire chinoise. Alors, le livre, je vous le résume très très rapidement. Donc, en fait, Terence Bilter nous fait entrer de plein pied dans le vif du sujet, tout de suite, dans le premier chapitre, en nous invitant à participer presque en direct au culte qui a été rendu à l'empereur jaune en 1999 dans une bourgade du Shanxi où se trouve le sanctuaire donc, de cet empereur jaune. Et donc la photo que vous avez en couverture de ce livre est probablement une photo qui a été prise à ce moment-là. Et dans un deuxième temps, Terence Bilter donc, fait un retour en arrière pour nous faire retrouver en 1688, donc nous sommes sous la dynastie Manchu des Qing, à justement des cérémonies du même ordre pour justement pouvoir ouvrir une espèce de recul dans le temps.
Et donc, à ce moment-là, justement, on a un aperçu de l'histoire des cultes rendus à l'empereur jaune et plus généralement une histoire des cultes impériaux. Et ensuite, Terence Bilter en arrive à l'époque moderne, qu'il qualifie de transfiguration nationaliste du personnage de l'empereur jaune. Et il évoque les cultes rendus à la toute fin de l'Empire, et ensuite sous la Première République, c'est-à-dire nous sommes dans les toutes premières années, aux dernières années du XIXe et premières années du XXe siècle. Le culte a été rendu également de manière très intéressante pendant la guerre contre le Japon, où on apprend en particulier qu'un culte commun a été rendu en 1937 et 1938, donc nous sommes en pleine guerre sino-japonaise, donc par les délégués, à la fois les délégués du Kuomintang, c'est-à-dire donc le parti nationaliste de Chiang Kai-shek, et des représentants communistes. Donc là, vous voyez que ce culte de l'empereur jaune est récupéré à l'heure actuelle par le Parti communiste chinois, mais il a connu toute une histoire de résurgence auparavant. Et donc cette évocation donc, du passé ancien et du passé plus récent nous amène donc à l'histoire de ce culte pendant la République, sous la République populaire de Chine. Alors ces cultes, de manière assez prévisible, sont interrompus pendant la Révolution culturelle parce qu'ils sont considérés comme des espèces de superstitions de la vieille société, mais ils reprennent dès le début de l'ère des réformes, donc c'est-à-dire dans les années 1980. Alors, ici, nous avons justement une analyse assez approfondie que nous devons à Terence Bilter, du rapport un petit peu compliqué que le régime communiste entretient donc avec ces cultes impériaux. On a eu l'occasion ici, dans ce cours du Collège de France, d'évoquer la résurgence du culte officiel rendu à Confucius. Ici, donc, nous avons affaire à une autre forme de culte qui est assez différent, comme on va le voir, dans son enjeu, dans son objectif, puisque ici, ce qu'il s'agit de mettre en avant, c'est finalement le nationalisme, plus que justement le socialisme. Donc il y a cette espèce de tension permanente entre les valeurs socialistes que devrait entretenir le Parti communiste et ce nouveau nationalisme porté donc par la montée en puissance de la Chine et qui fait référence assez explicitement donc à la race ou à la nation Han, notamment au détriment des dites minorités nationales, comme c'est le cas très fameux des Tibétains et maintenant des Ouïghours. Et ce culte de l'empereur jaune est justement le signe que nous sommes passés d'une priorité accordée au nationalisme par rapport aux valeurs socialistes. Alors, l'empereur jaune est, on lui voue un culte pour ses divers aspects, d'abord comme héros civilisateur, héros fondateur du politique et fondateur de l'État chinois,
l'État chinois actuel qui se veut l'incarnation et l'agent de la civilisation. Donc là, nous sommes en plein dans notre sujet. Donc vous avez cet État chinois qui se prétend donc être l'héritier justement de la Chine civilisatrice de 5000 ans. Et l'empereur jaune est également pris comme dans son rôle de géniteur, puisqu'il est en quelque sorte le père fondateur, l'ancêtre de la nation Han et puis, par extension, de la nation chinoise. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc cette photo qui est sur la couverture du livre de Terence Bilter est une photo qui date d'il y a déjà à peu près 20 ans, 1999 probablement, mais c'est intéressant de voir que beaucoup plus récemment, en 2016, vous avez un culte, une nouvelle cérémonie organisée en grande pompe en hommage à l'empereur jaune, que vous voyez trônant de nouveau avec tous les insignes justement de l'autorité du pouvoir impérial. Donc vous voyez devant ce qui fume, là c'est une sorte de barrière faite avec d'immenses bâtons d'encens, avec quelqu'un donc qui brûle un bâton d'encens en signe d'hommage. Ici, une photo qui est prise dans la foule, donc qui est censée vous montrer donc la ferveur populaire. Vous avez une jeune femme qui elle aussi brûle des bâtons d'encens, et cette très jeune fille qui est sans doute sa fille qui essaye de l'imiter, qui joint les mains, donc dans un geste plutôt bouddhique, mais enfin c'est pas grave. Donc vous avez cette image donc prise vraiment au ras de la ferveur populaire. Et puis juste histoire qu'on n'oublie pas qu'on est en Chine, vous avez donc ces gens en uniforme qui descendent de l'estrade, donc en grande tenue d'apparat, donc ces officiels donc qui descendent de l'estrade. Alors, cette focalisation sur l'empereur jaune, qui est, on le voit, largement instrumentalisé et orchestré d'en haut, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, top-down, par les autorités officielles, s'accompagne d'un effort considérable de la part des archéologues qui obéissent eux aussi à une injonction venue d'en haut. Donc là, vous avez ce problème de la recherche scientifique en Chine, et notamment justement de ces fouilles, de ces recherches et fouilles archéologiques qui sont en général qui obéissent à des injonctions d'en haut. Donc les archéologues ont pour mission de relier ce premier foyer de la civilisation chinoise du néolithique dans le bassin du fleuve Jaune avec la dynastie Xia, qui était jusque-là considérée comme mythique. Alors pourquoi cet acharnement à vouloir prouver la réalité historique de la dynastie Xia? D'une part, parce que ça permet, une fois qu'on a fait remonter les origines de la civilisation chinoise à plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne, c'est ce que montre, semble-t-il, le site de Shanhuaishu. Donc une fois qu'on a fait ça, ça permet de raccorder ces origines à l'histoire et à la continuité dynastique. Donc là, je vous rappelle donc ce tableau chronologique des débuts supposés donc de la civilisation chinoise. Alors, vous avez les trois grandes dynasties de l'Antiquité, donc les Xia, Shang, Zhou, qui ont fait l'objet de ce grand projet financé par l'État lancé en 1996, le projet de chronologie Xia Shangzhou, qui a
en tout cas prétendument, fait remonter la dynastie Xia, qui encore, il faut que je le rappelle, en fait, est considérée jusqu'à maintenant comme mythique, mais là, non seulement on lui donne une réalité historique, mais on la fait remonter très exactement à l'an 2070 avant notre ère, hein, et elle irait donc jusqu'à 1600 avant notre ère, moment où la dynastie ou les Shang conquièrent donc cette supposée dynastie Xia et règne de 1600 jusqu'à la conquête Zhou en 1046. Et les Zhou donc sont cette dynastie qui a couvert à peu près le premier millénaire avant la chrétienne, entre 1046 et 256, et c'est également donc la dynastie que Confucius a connue, puisque Confucius a vécu entre 551 et 479. Bon, alors maintenant, vous voyez le problème, il s'agit maintenant qu'on a établi par des moyens un petit peu forcés, on va dire, cette historicité de la dynastie Xia, donc on essaye de la relier encore plus haut au personnage de Huangdi, hein, qu'on dit avoir régné aux alentours de 2700 avant notre ère. Alors, cette dynastie Xia, hein, les archéologues chinois essayent par tous les moyens de montrer qu'elle correspond, hein, tout simplement, à cette culture néolithique dite de Arlitro, hein, que vous voyez géographiquement, qui correspond justement à ce bassin moyen et inférieur du fleuve Jaune, hein, et de montrer justement la continuité qu'il y a, la continuité à la fois temporelle et spatiale qu'il y a avec une dynastie dont on a prouvé pour le coup l'historicité, cette dynastie Shang qui est censée avoir commencé donc aux alentours de 1600 avant l'ère chrétienne. Alors, cette fixation, hein, on passe d'une fixation à l'autre, hein, on a beaucoup parlé de cette fixation sur les 5000 ans. Maintenant, il y a cette curieuse fixation sur cette dynastie Xia. Alors, pourquoi cette fixation? Alors, d'une part parce qu'on comprend bien, d'après le schéma chronologique que j'ai rappelé, qu'elle fait le lien donc entre une période qu'on considérait comme mythique, mais que les archéologues chinois vont se charger de nous montrer qu'en réalité, elle a une existence, une réalité archéologique. Donc les Xia sont un petit peu le chaînon manquant entre donc, cette période, cette haute antiquité considérée jusque-là comme mythique, et la dynastie Shang qui, elle, est établie de manière consensuelle, enfin je veux dire, il n'y a pas de contestation là-dessus, qui a une réalité historique, mais seulement à partir de 1600 avant notre ère. Alors, la fixation sur ce nom de Xia, à mon avis, a quelque chose à voir aussi avec le fait qu'elle correspond à une des autodésignations justement de la race chinoise, hein, qui est censée justement descendre de l'empereur jaune et qui serait l'ancêtre direct des Han actuels, hein, qu'on appelle dans les textes anciens Xia, justement, ou Zhuxia ou Huaxia. Alors, Zhuxia, ça veut dire donc tous les Xia. Hein. On pourrait dire que c'est une réunion de tribus qui se réclament des Xia, ou bien les Huaxia. Hua introduit une idée justement de civilisation, puisque Hua, c'est la floraison, hein, ça évoque la floraison, le raffinement de la civilisation. Et selon certains, on pourrait dire, glossaires anciens, qui datent de l'époque pré-Han et Han, on glose le caractère xia par la notion de ta, hein, la notion de grand.
on vous dit, donc certains glossaires vous disent xia ta ye, c'est-à-dire donc le ye de la fin établit donc c'est une copule donc qui établit l'équivalence entre xia et ta. Alors donc est-ce que c'est une équivalence phonique? Il y a deux sons qui se rapprochent, ou est-ce que c'est une équivalence graphique, puisque le caractère ta que vous avez ici sur la diapositive évoquerait en principe un homme avec les bras écartés. Donc autrement dit, xia désignerait donc un être humain, comme j'en ai quelques-uns devant moi aujourd'hui, un être humain donc par excellence, donc avec les bras écartés. Alors si vous prenez le premier, enfin ce qu'on considère comme le premier dictionnaire étymologique, dont vous avez le titre ici, le Shuowen Jiezi, qui a été composé par Xu Shen autour de l'an 100 de l'ère chrétienne. Alors, Shuowen Jiezi qui voudrait dire donc l'origine des Wen. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce mot Wen, l'origine des graphies, et Jiezi, l'explicitation des caractères. Alors, donc, Xu Shen donc, a accompli un travail tout à fait inédit qu'il décrit dans sa postface. Il a écrit lui-même une postface que le dictionnaire contient 9353 entrées, plus 1163 variantes graphiques, et est composé au total de 133 441 caractères. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi, dans l'esprit des Occidentaux, le chinois, c'est vraiment impossible à apprendre, parce qu'on s'imagine qu'il faut mémoriser donc quelque chose comme 130 000 caractères différents, ce qui est évidemment une idée complètement fausse, parce que j'ai devant moi enfin, quelques véritables êtres humains qui ont, eux, tout à fait réussi dans des conditions tout à fait normales à apprendre l'écriture chinoise. Bon. Alors, ces caractères, dans ce dictionnaire étymologique, sont classés selon ce qu'on appelle des têtes de section, c'est-à-dire des pushou, qui sont un petit peu l'ancêtre de ce que nous appelons maintenant des radicaux ou des clés, c'est-à-dire qui définissent, enfin je suis très sommaire ici, mais qui définissent un champ sémantique et qui permettent de procéder à une désambiguation de caractères, parce qu'en chinois, vous avez énormément d'homophones, et donc ces radicaux ou clés permettent justement de distinguer un homophone d'un autre, parce qu'on lui accole un radical différent. Alors ici, au bas de la diapositive, vous avez donc ce caractère xia, donc qui nous préoccupe, et donc le Shuowen Jiezi le range dans la section ou le radical ici qui se prononce en chinois moderne sui. Alors le Shuowen donc vous donne une sorte de définition très vague et très générale de ce mot xia. Il vous dit c'est Zhongguo zhi ren ye. Donc ceux d'entre vous qui connaissez un petit peu le chinois, pourtant c'est un texte qui date du 1er siècle de notre ère, donc il y a 2000 ans d'ancienneté, mais ici c'est quand même pas sorcier de comprendre qu'il s'agit de ren, c'est-à-dire des hommes ou des êtres humains de Zhongguo, c'est-à-dire des pays du milieu, des pays du centre. Autrement dit, justement, de la plaine centrale, c'est-à-dire ce fameux bassin moyen du fleuve Jaune qui est censé être le berceau de la civilisation chinoise. Alors ensuite suivent
des considérations sur la composition de la graphie donc de ce caractère xia que vous avez ici, donc dans la graphie donnée par le Shuowen, qui est le style donc, des inscriptions sur bronze. Et alors on vous dit donc Cong Sui, Cong Ye, Cong Ju. Donc voilà, donc il est composé de ce graphème-là, de ce graphème-là et de ce graphème-là. Alors ensuite, il explicite ce graphème Ju égale Liang Shou. Ju que vous avez ici, dans cette partie-là du caractère, ça désigne deux mains. Deux mains. Et Sui que vous avez dans la partie inférieure du caractère, c'est Liang Zuye. C'est-à-dire, Sui, c'est deux pieds. Autrement dit, alors, vous avez justement une tentative d'explication graphique et étymologique de ce caractère xia, qui vous indique bien que nous avons là, en fait, la représentation schématique d'un être humain avec deux mains et deux pieds. Donc, un bipède avec deux mains, et qui en plus vit dans la zone centrale de la civilisation chinoise. Et donc, c'est ça qui explique que classiquement, les xia ou zhuxia ou huaxia sont classiquement donc opposés à ceux qu'on appelle génériquement les yidi, c'est-à-dire les populations non civilisées qui sont censées vivre à la périphérie de ces zhongguo, c'est-à-dire de ce domaine central. Donc vous avez déjà en fait dans cette étymologie toute une représentation du monde chinois, donc, qui est donc très très fortement centré et centralisé. Alors, je pense que je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui parce que la semaine prochaine, j'aimerais aborder avec vous justement toutes les discussions et les débats extrêmement virulents qu'il y a eu parmi les archéologues concernant cette dynastie Xia, le caractère historique de cette dynastie Xia. Donc je ne veux pas m'engager là-dedans aujourd'hui. Et vous allez voir que ça implique en fait une sorte de mondialisation de l'archéologie, parce que se jettent dans la mêlée des archéologues chinois qui opèrent en Chine même, mais aussi des archéologues chinois qui ont été formés et enseignent et font leurs recherches aux États-Unis. Et vous avez aussi donc des archéologues occidentaux qui, pour la plupart, donc, sont basés aux États-Unis, mais dont certains viennent d'Europe. Donc là, vous avez des débats extrêmement virulents, mais tout à fait intéressants, justement, sur cette histoire des Xia et leur correspondance ou non avec justement cette culture néolithique de Early Trow. Alors, bien sûr, je ne suis pas archéologue, donc il est bien clair que je ne prends pas parti justement dans ces débats. Simplement, j'essaye de montrer les enjeux au regard justement de la question d'où nous sommes partis, c'est-à-dire est-ce que la Chine est encore une civilisation et est-ce qu'elle ne l'a jamais été ? Donc merci à mes quelques auditeurs de leur attention et j'espère à la semaine prochaine.